Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour Anthony, merci de venir dans ce podcast. Bonjour Alice, merci à toi pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, je vais très bien, je vais bien, on a pas mal de choses en projet, donc ça va très bien. D'accord, tu vas nous en parler après. Oui. Ma première question, c'est est-ce que tu viens de Lyon ? Oui, alors je suis très exactement, je suis Villeurbanais, je suis né à Villeurbanne. Très bien. J'ai vécu à Lyon et sa proche agglomération toute mon enfance et toute mon adolescence. J'ai vécu dans une ancienne vie un peu plus de 15 ans, proche de la Savoie. Et je suis revenu à Lyon il y a à peu près 5 ans. Donc, Ok. Je suis un pur Produit lyonnais. un pur gone. Un pur gone, exactement. Quelle relation est-ce que tu as avec le web ? C'est une relation, on va dire, de longue date, qui a débuté en 2007. À l'époque, on peut dire avec mes premières inscriptions, en fait, et utilisation réseaux sociaux notamment, on était un petit peu en marge, juste avant l'avènement du digital et des réseaux sociaux, et D'accord. j'ai commencé à m'y intéresser vraiment à cette époque-là. Et en 2008, j'ai commencé à utiliser justement les réseaux sociaux pour promouvoir mes premières rencontres networking, donc ça date 12, 13 ans. C'est ça va vite. Hein. Ça va très très vite, Punaise. effectivement, ça ne nous rajeunit pas. C'est ça. Si tu devais changer quelque chose dans le web, ce serait quoi ? Si j'avais réellement le pouvoir de changer, Ouais. j'essaierais N'importe d'apporter encore un peu plus de sincérité, d'authenticité, parce que ce sont des éléments qui, on le voit au quotidien, qui manquent parfois au web. Si j'avais vraiment une baguette magique et le pouvoir de changer les choses, c'est ce que je ferais. Tu ferais ça, Ouais. d'accord. Tu trouves qu'il n'y a pas trop d'authenticité sur les réseaux sociaux ? Il y en a, mais il en manque cruellement de la part de pas mal de protagonistes aussi. Et puis, voilà, ça manque de liens et ça manque des fois de sens. Et Ouais. je pense que plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de ça aussi. C'est clair. Parle-nous un peu de tes études. Où est-ce que tu les as faites et comment elles se sont passées ? Alors, j'en ai pas fait énormément beaucoup. J'ai un parcours qui est vraiment très atypique. D'accord. Pour tout dire, je me suis orienté en fait vers un BEP administration commerciale et gestion. Et puis ensuite, j'ai fait un bac pro dans la même lancée. Ok. Donc tout cela à Villeurbanne. J'ai ensuite passé un brevet d'état d'éducateur sportif, puisque j'ai joué au golf à haut niveau. Ok. Et donc D'accord. voilà, quand je te disais que c'était Oui, atypique, c'est atypique. c'est purement atypique. Et voilà, ce brevet d'état, je l'ai passé donc au CREPS de Mâcon à l'époque. Voilà, j'ai une partie du diplôme, j'ai enseigné en leçon collective. Ok. Et donc voilà ce qui m'a permis d'allier, on va dire, le sport et puis au reste, quoi. Donc du coup, comme tu disais, tu as commencé ta carrière en tant que technico-commercial en fait. Oui, j'ai été commercial, ouais. Télévendeur, tu as été ingénieur commercial dans plusieurs entreprises et des enseignes de grande distribution alimentaire. Et ce que je te disais, c'est que d'ici, tu parais très loin du marketing digital, du coup. Donc comment ça se fait que tu aies fait cette reconversion-là ? C'est un virage en fait à 180 degrés, même à 360 on va dire. Hein. C'est ça. J'ai passé 7 ans, j'ai évolué 7 ans en grande distribution, des postes à responsabilité, j'ai terminé directeur de magasin en 2006. Donc ça a été très, très formateur, très enrichissant. On va dire, malgré cela, j'ai pu m'apercevoir aussi que je souhaitais vraiment changer de voie. Et donc c'est à cette époque-là que, on va dire, la magie a opéré. Et toutes ces expériences m'ont appris à manager, m'ont appris à vraiment prendre des responsabilités, à mener des équipes. Et puis on en apprend énormément aussi sur les autres et puis sur soi-même. Hein. C'est une vraie, c'est une remise en question tous les jours. Et on apprend sur l'humain de manière générale, donc très formateur. Comment tu t'es intéressé en premier lieu au marketing digital ? C'est quoi qui t'a fait le déclic en fait ? Je pense que le digital, par curiosité aussi, parce qu'à l'époque on était vraiment au tout début. Ah oui. On parle de cela, voilà, 2006, 2007, 2008. Je pense que le fait aussi d'avoir fait cela dans le sens inverse, c'est-à-dire à m'intéresser au réseau physique, parce que j'ai commencé à m'y intéresser et à monter un premier, on en parlera d'ailleurs, un premier réseau physique, de matérialiser cela finalement sur le digital, sur les réseaux sociaux. Le fait aussi d'aller un peu plus vite, on va dire, dans les relations, et puis d'avoir certains finalement, barrages qui sautent, hein, entre guillemets, et je pense que c'est ça aussi qui m'a fortement intéressé. Et oui, en 2008, tu fondes un premier réseau d'affaires en Rhône-Alpes qui s'appelle, je sais plus, comment il s'appelle ? À l'époque, ça s'appelait le Cercle des développeurs d'affaires. Le Cercle des développeurs d'affaires, tout à fait. Qui regroupe des professionnels. Et comment ça t'est venu, en fait, de En fait, ça a démarré sur Viadeo. À l'époque. Viadeo. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'étais constitué en fait un réseau d'apporteurs d'affaires. Hein. C'est comme ça que tout a démarré. Et j'avais débuté les premières actions de réseautage
je me suis rendu compte que les entrepreneurs avaient littéralement la tête dans le guidon et qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs et d'autres professionnels. Donc ce qui finalement m'a donné une idée avec avec un collègue, de fonder une sorte de petit collectif comme ça, qui a pris plus ou moins de l'ampleur, parce qu'au départ c'était très informel, hein. C'était vraiment du type, rejoignez-nous ce samedi matin, on est 2 entrepreneurs, on va peut-être parler de ce que l'on fait, on va peut-être parler de business, et peut-être qu'on a peut-être des choses à faire ensemble. Ouais. La mayonnaise a pris, on est de fil en aiguille, 15, 20, 25, et on a formalisé cela avec des rencontres, donc tous les mois. Tous les mois. Donc sur Mâcon, sur Saint-Étienne, sur Lyon bien sûr, on changeait vraiment de lieu. Ok. À chaque fois. Mais c'était sur la région Rhône-Alpes. C'était sur la région Rhône-Alpes. D'accord. Et donc on est arrivé à certaines fois être 70, 80. C'est top ça. C'était vraiment très très bien, c'était très sympa. Et, ça durait combien de temps ? On faisait ça sur 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures et demie de temps. Et puis on a formalisé cela aussi avec des after-work aussi, en sus de tout ça, quoi. D'accord, ça a dû t'apporter beaucoup de réseaux et des rencontres enrichissantes. Absolument, ouais. Tout à fait. Et 3 ans plus tard, tu crées une structure commerciale et de conseil qui propose des solutions de communication. Donc là, tu te lances vraiment dans la com. Alors oui, de façon indirecte, parce que là, on était sur vraiment du conseil et sur de la commercialisation de tout ce qui était solutions data et voix mobile. C'était un peu les prémices à l'époque de la transformation numérique, puisqu'on faisait aussi, finalement, on travaillait sur cet aspect-là, déjà à l'époque, et là, le digital commençait déjà à être bien présent. Ouais. Donc finalement, les choses se sont mutées, elles ont muté au fil du temps. On a commencé effectivement par de la data mobile et par de la voix, et puis ça a bifurqué un petit peu. Ouais. Voilà, exactement. En fait, tu t'es adapté aux besoins, en fait. C'est ça, exact. Et c'est à peu près cette même période que tu te lances en tant que consultant et coach social media en freelance. C'est ça. Et pourquoi ce revirement salarié-freelance ? En fait, aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai autant d'années de salariat que d'années d'entrepreneur, à un an près, je crois. Donc, oui, je te remercie. Et ça faisait déjà quelques années que j'étais entrepreneur, puisque j'ai fondé ma première structure de mémoire en 2007. Mais c'est à ce moment-là, vraiment en 2011, là, on était vraiment à l'avènement des réseaux sociaux. J'avais déjà un tout petit peu d'expérience sur le sujet. Et là, j'ai décidé de me lancer en tant que social media manager freelance, avec du coaching, avec de la partie opérationnelle, le fait vraiment de gérer l'ensemble des réseaux sociaux pour diverses entreprises. Et c'était vraiment très bien parce que ça m'a permis aussi de m'immerger complètement dans les différentes cultures des entreprises, de s'imprégner de cette culture pour pouvoir retranscrire leur communication correctement. Leurs valeurs et être ambassadeur des entreprises. Exactement. Tu as eu des difficultés à te mettre en freelance ou ça s'est plutôt goupillé Ça a été relativement simple, entre guillemets, parce que j'avais déjà constitué un réseau, ça faisait déjà quelques années. Donc ça a été un peu plus simple aussi. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé mes premiers clients comme ça, mais ça a été plus aisé de développer le business par ce biais-là, quoi. J'imagine, parce que c'est vrai que la première difficulté quand on est en freelance, c'est de se faire un réseau et de décrocher ses premiers clients. C'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est ça. Donc c'est sûr que si tu venais armé d'un bon réseau, déjà, c'était bien. Oui. Et du coup, plus tard, tu restes dans l'univers du networking et de la création de liens. Donc toujours, tu es dans ce système de réseau avec Doomies. C'est un réseau social orienté business. Donc explique-nous un peu ce que c'est Doomies. Alors Doomies, en fait, à l'époque, c'était une continuité logique de tout ce que j'avais pu faire, tout ce qu'on avait pu faire. Et donc ce réseau social avait été créé avec une brique de Viadeo, une brique de Facebook, de Twitter, avec un petit peu de créativité aussi. Et comme finalement, le fait de matérialiser ça par un réseau numérique, forcément, comme je faisais déjà des rencontres networking, en parallèle, en fédérant justement cette communauté, parce qu'à l'époque c'était vraiment, aux 3/4 c'était une communauté lyonnaise, on est arrivé justement à mailler les réseaux, mailler tout cet écosystème en fait lyonnais, et on a prolongé les connexions, puisque on faisait aussi des rencontres networking, ce qu'on appelait les Doomies Day à l'époque. Là, ce qui nous permettait de prolonger, on va dire, l'expérience que l'on avait sur le réseau numérique. Et numérique. C'est ça. D'accord. Exactement. Doomies, pourquoi ça veut dire quoi ? C'était un peu une manière, je peux dire que ça ne veut rien dire, mais je crois qu'à l'époque, on a posé ce nom parce que c'était une histoire de connexion, c'était faire les choses avec business,
D'accord, oui. Doomies, on aurait pu appeler ça Doobies, mais voilà, il y avait un petit peu... Oui, c'est ça, je sais plus à l'époque, on a mis du temps d'ailleurs à poser le nom de marque, et on en est arrivé à ça naturellement, puis ça sonnait bien. C'est vrai que ça sonne bien. Et ça continue d'exister ? Non, du tout, en fait. Le problème, ça a duré à peu près 1 an et demi. On a eu une très belle aventure, mais le gros problème, ça a été le modèle économique, qui a été très, très complexe à pérenniser. On n'y est pas arrivé sur une plateforme sociale. Ouais. Et autour de cela, on avait imaginé donc des services de community management. D'ailleurs, on a gardé, moi je sais que j'ai gardé après en freelance des clients relativement longtemps. D'accord, super. Mais voilà, le modèle économique sur un réseau social, c'est très compliqué, on le sait, d'autant plus, encore plus aujourd'hui. Donc, voilà. Il y en a très peu qui tirent leur épingle du jeu. Déjà, rien que Twitter a du mal à tirer des bénéfices. Alors rien que Twitter, on se dit, bon, tout à fait. C'est déjà énorme. C'est ça. Alors bon, un réseau social qui est un peu plus petit, c'est compliqué. Exactement. Et à côté de ça, encore, tu es intervenant dans de nombreuses écoles, à l'EFAP, l'ESD, l'ISCOM, Sciences-U, CESI. Donc ça t'apporte quoi d'enseigner ? En fait, c'est une manière de s'enrichir aussi intellectuellement. Tout en transmettant le savoir. Transmettre, c'est une vraie passion aussi. J'aime le partager, puisque voilà, on forme les professionnels de demain. Et je crois que les jeunes générations ont énormément à nous apporter. Moi, je le vois au quotidien. C'est un peu cette vision fraîche aussi et neuve dont on a besoin et qu'on n'a pas forcément quand on a 40 ans. Et c'est vraiment sur ces aspects-là. Après, en termes de sur les matières que je peux enseigner, ça tourne vraiment autour de la communication d'influence, comme de crise, social media, tout ce qui est community management aussi, social data, inbound marketing, etc. C'est quand même beaucoup de sujets. Tu dois maîtriser. Ça fait pas mal de sujets. On est, il y a des sujets, on est un peu plus à l'aise encore que d'autres, mais voilà. C'est ça, quel est le sujet sur lequel tu es le plus à l'aise ? Aujourd'hui, communication d'influence, social media marketing, c'est vraiment le sujet, on est très à l'aise. Social data par extension aussi, puisque c'est des choses qui, finalement, le fait aussi d'affiner sa stratégie et d'extraire les datas et de les interpréter, c'est quelque chose qui va avec le social media, mais qui est finalement qui est extrêmement important aujourd'hui, donc puis qui fait partie aussi de l'influence, donc. T'as déjà fait des campagnes avec des influenceurs sur les réseaux sociaux ? Oui, alors on a déjà géré des campagnes d'influenceurs avec des nanos notamment, nano-influenceurs qu'on avait sélectionnés à l'époque pour un de nos clients et sur lesquels en fait on avait créé donc une campagne, on avait créé des partenariats avec de vrais programmes. Donc c'est à mi-chemin en fait entre le programme ambassadeur et programme vraiment influenceur. Top. Avec la dotation à la clé, et on a identifié c'était 5 individus sur Pinterest et sur Facebook. D'accord. On a créé une campagne sur 4 mois avec un vrai programme, avec une assistance de notre part, sur les posts notamment. Le but du jeu, c'était de poster 3, 4, 5 posts, en mettant en lumière vraiment les produits, puisque c'était une société qui évoluait à l'époque, qui était dans le e-commerce et qui évoluait dans la décoration et le textile haut de gamme. D'accord. Et donc, en fait, on a mis en place cette campagne qui a été très enrichissante et puis qui a stimulé le chiffre d'affaires et la notoriété. Et tu rappelles, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est des nano-influenceurs ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, des nano-influenceurs, c'est assez controversé. Certains vont te dire qu'on est en dessous d'une audience potentielle de 5000 followers ou d'autres 1000. On va s'adresser finalement à des individus qui sont des fans de la première heure, on va dire, d'une marque. Des individus, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, des individus lambda, des fans de marque et qui ont à peu près ce nombre d'influenceurs et qui arrivent à engager leur communauté et qui ont des assez fort taux d'engagement. Oui, c'est ça. Contrairement aux méga influenceurs qui ont peut-être beaucoup plus de followers, mais moins peut-être de taux d'engagement. Exactement, puisqu'ils ont en fait une proximité. Voilà, il y a aussi, ils sont plus onéreux, et puis il y a cette proximité avec leur communauté qui est vraiment très, très, très forte. Oui, c'est ça, c'est limite des amis. Enfin, ils discutent avec eux de manière régulière. Tout à fait. Pas pareil. Et je parlais de sincérité, d'authenticité tout à l'heure. C'est aussi ça qu'ils arrivent à créer. Toi, tu conseilles plus aux entreprises qui veulent faire appel à des influenceurs de faire appel à des nanos plutôt qu'à des plus gros, parce que en général, il y a certains clients, moi je sais, je me pose dans le community management aussi, qui demandent, je vais faire appel à des top d'influenceurs. Et parfois, peut-être les rediriger vers des plus petits, ça peut être intéressant, selon toi ? Alors, selon les objectifs, selon l'activité aussi.
mais des micros ou nanos sont très recherchés aujourd'hui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, bon, ils sont de manière générale moins onéreux, ils arrivent à engager réellement leur communauté. Et puis aussi, on a pas mal de startups B2B qui font appel à des micro-influenceurs parce que ce sont des vrais experts sur certains sujets, certains marchés de niche. Et ceux-là sont très intéressants justement pour eux. Et ça permet vraiment d'aller faire résonner le contenu et puis d'aller aussi stimuler le chiffre d'affaires et montrer les produits de façon de les mettre vraiment en lumière et d'apporter quelque chose. D'accord. Donc j'ai envie de dire oui. Après, tout dépend, effectivement, si on est sur des actions vraiment très très fortes, sur des événements, on pourra faire appel à des macros, voire des mégas. Là, c'est encore autre chose, parce que sur des personnes très populaires, et puis populaire ne veut pas dire influent, et influent ne veut pas dire populaire, donc après, voilà, c'est une question de dosage. C'est une question de dosage, une question d'objectif. Tu prends aussi régulièrement la parole lors d'événements sur plein de thématiques variées, comme le social media, l'inbound marketing, l'influence. Et comment est-ce que tu prépares ces interventions ? Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner sur ça ? En règle générale, la préparation à ces prises de parole, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont jamais réellement les mêmes. Donc ça prend quand même du temps. Se préparer, c'est vraiment très important. Mais ça demande de la concentration, une forte concentration, parce que même si on a l'habitude de le faire, il faut avoir la tête en phase, et il faut être en phase aussi avec ce que l'on va dire. Donc ça demande quand même du temps. Alors je dis pas que je répète devant ma glace avec mon micro, mais il y a des séquences, des phases qui sont importantes aussi à travailler pour être vraiment prêt le jour J, ne serait-ce que pour amener un vrai plus, si tu veux. Et puis aussi que l'on se souvienne de la conf ou de l'intervention, qu'on passe un bon moment, une intervention qui est marquante. Donc oui, ça demande quand même pas mal de préparation, et c'est jamais réellement... Pareil. Et plus ça va, plus tu es à l'aise, j'imagine, à prendre la parole. Oui. Alors oui, effectivement, on arrive à être de plus en plus à l'aise. Maintenant, j'ai toujours cette petite 30 secondes avant de prendre la parole, j'ai toujours cette petite traquette. La traquette. C'est quand même la traquette, mais toujours, mais vraiment que je sois en cours, ça part pas. Mais ça part au bout de 30 secondes, 1 minute, à partir du moment où je suis lancé, après c'est terminé. Après c'est bon, Mais c'est la petite adrénaline qui est apparemment nécessaire et qui fait ce petit... Voilà. C'est bien ça permet de rester éveillé. Oui, c'est ça, exactement. Et de ne pas s'endormir sur ses lauriers, de se dire, voilà, je suis en intervention, il faut que je sois vraiment en phase avec mes idées et que j'arrive justement à que ma pensée avec ma parole soit vraiment coordonnée. C'est ça le plus important, quoi. Et on va parler aujourd'hui du cœur du sujet. Tu es cofondateur de LEW, donc les experts du web, avec Maud Rochon, qui est ta femme, il me semble. C'est ça, absolument. Donc dis-nous tout de cette marque, de comment ça s'est créé, qu'est-ce que vous faites ? Alors en fait c'est une belle histoire qui a démarré en 2015. On était tous les deux freelance à l'époque. Alors Maud, elle sortait d'une très belle expérience en fait dans le marketing à la performance. Donc elle a été directrice d'une BU de 17 personnes dans une société aujourd'hui qui fait partie du top 100 digital en France. Donc voilà, vraiment très très belle expérience. Et tout naturellement, on a fait un peu si je peux appeler ça une joint venture un peu de nos activités. D'accord. Ce qui a permis finalement d'élargir un peu le spectre des offres. Et puis la marque LEW est née de tout ça. D'accord. Donc LEW, qui est l'acronyme de Les Experts du Web, qui est une marque qu'on a déposée aussi en même temps en 2015. Et donc le temps de mettre les choses en place, on a créé la SAS, tout début 2016, en février, voilà, très exactement. Et très clairement, LEW, c'est une structure de conseil et de formation. D'accord. En marketing digital qui est très orientée vers l'influence marketing. C'est aussi un organisme de formation qui est certifié ICPF PSI en communication digitale. Et on sait à quel point c'est dur de se faire certifier. Évidemment. C'est un travail assez important, un travail de longue haleine, effectivement. Paperasse et administratif, je sais que c'est compliqué. Tout à fait. C'est assez lourd, mais on est très content quand c'est fait. Ouais, c'est clair. Donc organisme de formation en plus. C'est ça. Quels sont vos clients, enfin vos typologies de clients ? Elles sont très disparates aujourd'hui. On forme par exemple des community managers à leur métier, sur des sociétés ou des structures qui sont, on va dire, assez diverses. On a pas mal travaillé avec le e-commerce de façon, on va dire, le pur hasard.
Peut-être, je sais pas, parce qu'il y avait une sensibilité de la part de Maud aussi de ce côté-là, parce qu'elle a travaillé dans l'e-commerce. On va former aussi des directions marketing sur la communication d'influence, notamment. À la base, on était vraiment très orienté TPE, PME, de tout secteur d'activité. Aujourd'hui, on va travailler avec des grands comptes, ça nous arrive. On va dire qu'on va travailler avec du mid PME, société de moyenne dimension. C'est à peu près, on va dire, la typologie de nos clients aujourd'hui. Tu es également fondateur de la marque Meeting Network Lyon, je vais y arriver, avec Maud également. Donc c'est quoi ces meetings? C'est des espèces d'énormes networking. J'ai vu que le prochain, il est dans pas trop longtemps en plus. 15 octobre, tout à fait. 15 octobre, c'est ça. Ça arrive à grands pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est quoi les meetings network? C'est une marque aussi. C'est une marque qu'on a déposée en 2016. Et c'est un réseau de décideurs et de professionnels. On va dire que le but des rencontres, c'est vraiment de briser la glace. Entre ces différents professionnels et différents acteurs économiques et locaux. Le but, c'est vraiment qu'ils arrivent à se rencontrer. Et on parlait tout à l'heure, déjà, c'était les prémices en 2007-2008, on a la tête dans le guidon et on ne sait pas forcément qui est-ce qu'il y a au bout de sa rue. Peut-être qu'il y a un partenaire potentiel. Et le but de l'opération, il est là. Et puis de générer en fait des recommandations. Et dans ces rencontres-là, le concept, en fait, il est relativement simple. On met en avant 2 startups. Ou 2 organisations, voire même 3. Sur la prochaine, il y en aura 3. Elles sont donc interviewées sur place avec un partenaire vidéaste. Donc on mène les interviews. Et ensuite, on fait une présentation donc globale. On présente donc Meeting Network Lyon et ces professionnels, ces 2 startups ou organisations pitch leur représentation devant l'assemblée. On finit en général avec un tirage au sort. On fait gagner des lots qui sont mis en jeu par les partenaires. Voilà. Trop chouette. C'est vraiment bien parce qu'il en ressort de très très belles choses. On a fédéré un peu plus de 1600 entrepreneurs et décideurs depuis 2016. On en est à l'édition numéro 12. Ça représente 150 à 200, 230, 240 personnes à chaque fois, tout dépend du lieu. Ça fait du monde. Ça fait du boulot, non, de trouver le lieu à chaque fois, d'aller chercher les gens. Oui, surtout que les lieux, c'est pas extensible. Et c'est ça. C'est pas toujours évident et ça devient de plus en plus compliqué de trouver des lieux, effectivement, mais voilà, on y arrive. Et, il y en a plein sur Lyon, j'imagine, ça se fait. D'accord. C'est super parce que je trouve que tu es vraiment ton métier, c'est consultant et tu t'es spécialisé en marketing digital, mais tu es aussi créateur de liens, en fait. Tu es vraiment quelqu'un qui aime mettre les gens en relation. Ça va du premier réseau d'affaires que tu as fait en 2011, il me semble. Et ensuite, c'est Doomies. Ensuite, c'est le Meeting Network Lyon. À chaque fois, c'est ce qui t'anime, c'est ça, c'est de vraiment faire rencontrer les gens en direct, en live. Quoi. Tout à fait. Et Meeting Network Lyon, pour juste faire la parenthèse, c'est un peu je vais pas parler des Cafés Anthony, mais c'est un peu le grand frère des Cafés Anthony, qui est né en 2010, qui réunit des solo-entrepreneurs, des TPE, des PME. Donc c'est un concept qui est un peu plus, on va dire, qui est plus petit, puisque on est entre 20 et 35 entrepreneurs. Chacun se présente et ensuite on lance les discussions sur les bonnes pratiques réseau, etc. Ok, c'est plus intimiste en fait. C'est plus intimiste. Café d'Anthony, c'est tous les mois, on fait ça tous les mois, ouais, c'est ça, d'accord, tous les mois. On en est à la prochaine on va fêter les 9 ans, sera la numéro 87, le 25 octobre. Wow. Ouais. Et là, le prochain Meeting Network Lyon, il y aura qui comme startup ? Alors on a des organisations, que tu dois connaître d'ailleurs, on a Els Amigo, qui est spécialisée en motion design, très talentueuse. Bien sûr, elle est venue dans ce podcast il y a 1 an tout. Et ben voilà, le monde est petit. Elsa. On fait un petit coucou Elsa, tout à fait. Voilà. On a aussi Smart Data Power, qui est une structure qui officie surtout sur Twitter et qui réalise en fait des études extraits de la data, d'où le nom Smart Data Power. Des études vraiment sur différents sujets, mais uniquement sur Twitter. Okay. Et on a aussi 2 mères en chef, donc, qui est avec Alexandra Merchadier, qui donne des cours de cuisine à domicile, et qui est aussi très très talentueuse. D'accord. Comment tu les trouves ces personnes-là ? Tu fais appel à ton réseau et... Alors il y a une partie réseau, et puis de temps à autre, ça peut être le réseau du réseau, des personnes que l'on me présente et qui finalement ont une activité qui nous plaisent, qui nous ont, ont paru vraiment originales ou qui nous marquent. D'accord. Tu as confondé aussi les blogs de Social Media Optimization et Visibilize. J'ai vu qu'il y a pas mal d'articles, etc. Pour toi, le blogging, c'est important. Comment tu gères ces sites web à côté de ton activité ? Effectivement, donc on a plusieurs blogs et un média. On les a lancés donc aussi avec Maud, pareil. On va dire que c'est primordial en fait pour nous parce que c'est un véritable socle concernant notre activité. Par exemple, avec Social Media Optimization, on traite
de tout ce qui est actualité du web social et puis aussi du marketing, donc ce qui nous permet en fait de donner de l'information utile à nos lecteurs, et c'est une manière aussi d'asseoir notre expertise. Oui, c'est ça aussi, Voilà. créer du contenu vraiment C'est expert. C'est ce qui, voilà, D'accord. c'est un vrai socle, moi j'appelle ça un socle. Et Visibilise, alors quant à lui, c'est plutôt un média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Donc via des interviews, aussi on fait aussi des podcasts, et on fait des zooms concernant l'actualité. D'accord. Pas seulement digital, sur l'entrepreneuriat en général, ça peut être sur l'aspect management, commercial. Oui. Voilà, ce qui nous permet aussi de donner de l'info utile à des entrepreneurs. La cible en tant que telle, c'est de l'appareil TPE, PME. Oui. On reste un peu sur le même secteur. On va dire. C'est ça. Et c'est toi et Maud qui écrivez les articles. Tout à fait, même D'accord. encore plus Maud maintenant, Ok. qui écrit aussi beaucoup sur ce média. Et puis les interviews, on interview des Lyonnais, mais pas que, des chefs d'entreprise, aussi de la région parisienne. Et puis aussi, par exemple, on a un jour un communicant. Oui, j'ai vu on va ça, interviewer des personnes qui sont vraiment sur la communication et qui nous livrent D'accord. leur vision de la com. Et je vous conseille ces blogs parce qu'ils sont très intéressants. Enfin, moi, je sais que Social Media Optimization, c'est dans ma veille. En général. Parfait. Je la regarde dans mon feedly, là. Super, c'est parfait. merci. Mais pas de souci, c'est bien normal. Sinon, parle-nous un peu de ton engagement bénévole. Tu as été intervenant pour webassos.fr et Positive Planet. Oui, tout à fait. On va dire que ce sont des engagements qui sont importants pour nous. Alors je précise que ça a été ponctuel. D'accord. Mais c'est à la fois encore l'enrichissement personnel, et le fait d'avoir pu aider justement ces associations, ces entrepreneurs à développer leur stratégie. C'est une manière d'avoir au moins tenté de les mettre sur la bonne voie, et c'est vraiment très satisfaisant au bout du compte, parce qu'on a vraiment cette impression d'avoir aidé, d'avoir fait avancer les choses par notre expertise. D'accord. Et tout cela aussi a d'ailleurs contribué à me lancer dans le tutorat et le mentorat auprès d'entrepreneurs, auprès d'étudiants. Et c'est important, à mon sens, justement, d'apporter cette pierre à l'édifice. Oui, de redonner ce que tu as appris, c'est important. Exactement. Et Webassos, c'est une Positive Planet, c'est quoi comme... Positive Planet, c'est en fait c'est une structure qui aide justement les porteurs de projets. D'accord. Avec différentes actions, donc que ce soit effectivement de l'accompagnement, accompagnement personnalisé. Ils organisent aussi d'ailleurs depuis quelque temps des rencontres pour justement aussi se faire rencontrer les entrepreneurs. Il y a des permanences qui se font sur l'expertise comptable, sur plein de sujets. Top. Et c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Sinon, une petite question un peu plus perso. Quelle est la partie que tu préfères dans ton métier et celle que tu aimerais bien délaisser ? Alors c'est difficile à dire, mais je pense que l'aspect formation et enseignement me plaisent le plus. Et c'est ce qui prend d'ailleurs le pas. Je parle encore vraiment de la transmission de savoir, c'est ce qui me motive le plus aujourd'hui. Après, ce qui est le plus stimulant finalement, c'est de mixer la stratégie et la formation, en fait, à mi-chemin entre le consulting et la formation, et ça je trouve que c'est le plus intéressant. Donc tu t'ennuies pas. Voilà, c'est ça, exactement, puis c'est complet quoi. Et ce qui est le moins intéressant aujourd'hui, ce qu'on traite moins, c'est la partie opérationnelle, comme le community management en tant que tel, qu'on a pu réaliser dans le passé. On est moins sur ces aspects-là et plus sur l'aspect vraiment stratégique des choses en tant que tel, comme aussi par exemple la formation. Donc le fait de mettre les mains dedans, entre guillemets, nous intéresse un peu moins. C'est normal, au fur et à mesure, ça se voit chez tous les consultants, ils veulent délaisser un peu plus la partie opérationnelle et la déléguer. Vous avez toi et Maud, vous avez un réseau un peu de partenaires comme ça qui peuvent vous faire de l'opérationnel. Oui, tout à fait. Alors ça nous arrive de façon ponctuelle, effectivement. Ça rappelle à des... Voilà, mais c'est plus dans une vision d'un projet global. Oui. On va pas faire du community management pour faire du community management, mais si ça se présente vraiment dans une stratégie on va dire à 360 sur du marketing digital, effectivement, ça se fait, oui, tout à fait. Et quel est ton regard sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? C'est quoi ton réseau social préféré déjà ? Alors les réseaux sociaux, c'est toujours un vaste débat, n'est-ce pas ? Un vaste sujet. Bien sûr. Donc ils ont évolué, ils ont tellement évolué, puis c'est pas fini, ça ne fait que commencer. On va dire qu'ils font partie intégrante aujourd'hui de notre quotidien, de notre travail quotidien. Alors ils sont vecteurs d'information, permettent de viraliser, on le sait, des messages assez forts, de structurer une communication qui va être, on va dire, positive. Mais à l'inverse aussi, c'est des vecteurs tu le sais aussi bien que moi, de bad buzz. On a une information qui va se propager dans ce sens aussi, comme une traînée de poudre, et très très vite. Il y a aussi cet aspect-là. Mon réseau social préféré aujourd'hui, très clairement, c'est Twitter.
C'est ce Twitter, qui nous permet ouais. de développer vraiment notre influence. C'est le réseau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le réseau où j'ai des communautés, et j'ai vraiment une communauté bienveillante. Oui, ça... Ouais. C'est un peu double tranchant avec Twitter, quand même. Tout à fait. Tout à fait, et de par son instantanéité et par cet aspect vraiment média, cette rapidité d'information, effectivement, on pourrait penser que c'est assez impersonnel. C'est pas un outil de réseautage non plus, à la base. C'est pas LinkedIn ou c'est pas Viadeo ou autre. Mais de façon indirecte, j'ai pu rencontrer vraiment de belles personnes, et aujourd'hui, ça se traduit par une communauté super engagée. Vraiment, il y a vraiment de belles choses qui se dégagent de Twitter. Vraiment. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas... Enfin, je dis beaucoup de gens, mais des étudiants qui m'ont dit, par exemple, Twitter, moi, je comprends pas l'intérêt de Twitter. Ça t'est arrivé déjà qu'on te dise, Twitter, je comprends pas l'intérêt. Très souvent. Ouais, très souvent. Tu leur réponds quoi? C'est un média social qui fait peur. Il faut connaître le langage, en fait, avant toute chose. C'est ça. Le langage est particulier. Il a une façon aussi de l'appréhender qui est un peu particulière par rapport aux autres. Et en règle générale, je leur dis très simplement de se former, d'aller voir un peu comment ça se passe. Et nous, par exemple, on fait des formations à Twitter. J'enseigne, dans les cours de social media management sur certaines écoles, on enseigne Twitter. Et après cela, quand on a évangélisé un peu, il fait nettement moins peur. Oui, c'est ça, ouais. Et on arrive à trouver justement la vraie genèse de Twitter et pourquoi en fait il a été créé. Quand on dit que le hashtag est né sur Twitter, on nous regarde un peu avec des grands yeux écarquillés en disant mais c'est pas sur Insta, mais non, c'est sur Twitter. Non. Insta a chopé des trucs de Twitter et de ça. Snapchat. Absolument. C'est un petit peu un méli-mélo de trucs. T'en penses quoi d'Instagram d'ailleurs? Instagram aujourd'hui, c'est alors même si il est classé dans la catégorie réseau social, qui n'en est pas vraiment un, c'est plus un média social, je dirais. On a les taux d'engagement qui sont les plus forts de tous les réseaux sociaux. On a un peu plus de 4% de moyenne, donc effectivement, on ne peut pas lutter avec un 1% sur Twitter, par exemple. Sur Facebook, c'est encore pire. Facebook, on est pareil, on a une portée, je sais aussi bien que moi, on a une portée qui a fortement baissé aussi avec les changements d'algorithmes. Voilà, tout à fait. Instagram, on y croit très clairement. Moi, je me prête à dire que c'est l'avenir de Facebook. C'est pas Facebook lui-même, c'est Instagram et même WhatsApp qui est vraiment l'avenir. Ils sont l'avenir de Facebook. Alors, ils arrivent à innover. Bon, on le sait, ils ont aussi pris pas mal de choses, notamment les stories, n'est-ce pas, qui sont à mettre au compte de Snapchat. Et oui, bien sûr. Voilà. C'est pas Instagram, les stories. C'est pas Instagram. Mais on a ce côté effectivement instantanéité et puis ce côté visuel, mise en scène qui est très forte. Et si on arrive à produire du contenu visuel, on va dire, qui est pertinent et qui est avec une fréquence assez forte, faut le dire, parce que sur Insta on perd rapidement des abonnés, on perd rapidement du terrain. On arrive justement à vraiment bien se développer. Et aujourd'hui, on le sait, par exemple Rich l'a dit dans ses études, c'est le réseau social justement où ce sont les influenceurs qui reçoivent le plus de partenariats, de demandes de partenariats. C'est ça. Et là où ils arrivent justement à laisser libre cours plus facilement à leur créativité. Oui, c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus créatif, je trouve, que sur Instagram. Sur d'autres réseaux. Après, Snapchat aussi, c'est une autre sorte de créativité. Il y a TikTok aussi qui arrive en force. On en entend beaucoup parler. Effectivement. Et tu es très actif aussi sur LinkedIn, j'ai remarqué que c'est un réseau qui est important pour toi. Oui, c'est très important parce que on a une cible avec le temps qui est plutôt B2B. Oui. Donc finalement, c'est tout indiqué. Et puis, le fait justement de créer du lien, de prolonger l'expérience, on va dire, des événements, arrive à faire que c'est un réseau social qui a vraiment cette capacité aussi à viraliser nos vidéos qu'on fait, Meeting Network Lyon, Meeting Network Paris, les Cafés Anthony, tout ça aussi, on arrive à les viraliser. Et on arrive aussi parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment, on va dire, 90% des professionnels qui ont un compte LinkedIn, on n'y passe pas, on peut pas y passer à côté. Et puis c'est cette culture aussi anglo-saxonne qui fait tout. C'est-à-dire que sur d'autres réseaux dans le passé, mais je vais pas dire qui, un réseau social français, n'est-ce pas, le mot business n'est pas tabou. Oui. C'est-à-dire que avec cette culture anglo-saxonne, justement, on peut être un peu plus direct. Bien que, avec le social selling, on sait aujourd'hui que on est sur un mode de prospection beaucoup plus légère, le fait de créer du lien, etc. Mais on a cette culture anglo-saxonne qui est forte et qui, je trouve, est justement propice
à développer une présence, vraiment une présence sociale pertinente, quoi. Forte, ouais. C'est vrai que LinkedIn se différencie déjà par son côté B2B et professionnel des autres réseaux sociaux. Oui. Mais je trouve que maintenant, LinkedIn a pris une tournure vraiment plus intense. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui postent sur LinkedIn et qui osent beaucoup plus poster sur leur vie professionnelle et personnelle d'ailleurs aussi. Tout à fait. Donc, ça a lieu à quelques dérives. Personnellement, je trouve que c'est assez rigolo à voir parfois. Mais, oui, on a pu avoir peur, notamment il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est posé la question si LinkedIn se Facebookisait pas un petit peu. Et puis je trouve que là, on a justement un redressement de ce côté-là, et je trouve que ça a bien repris la bonne marche, je trouve. Ça va alors. Ouais. Okay. Quels sont tes conseils pour les personnes qui voudraient faire le même métier que toi ? Tout ce que je peux dire, c'est que je n'aimerais pas recommencer, j'aimerais pas commencer de nos jours. Ah ouais ? Ouais, c'est plus difficile qu'il y a 10 ans, très clairement. Ouais, Okay. très clairement. On a un monde justement qui est très ouvert, mais on a beaucoup plus d'individus aussi sur le marché. Donc je trouve que c'est compliqué de faire sa place en 2019, notamment dans le web. Donc il sera vraiment, on va dire, vraiment nécessaire de bien se former et d'être aussi multi-compétences, parce que le marché aussi le demande. Ouais. Et on a un monde du digital qui devient de plus en plus complexe. Donc il faudra vraiment faire preuve de persévérance et de patience si on démarre aujourd'hui et si on veut réellement percer et puis arriver à faire quelque chose dans le digital et dans le web, quoi. Pour toi, c'est quoi les compétences clairement à avoir maintenant ? C'est tout ce qui est, on parle de soft skills, beaucoup de soft skills notamment. On est au-delà finalement des compétences, c'est une adaptabilité aussi. On parlait du community management aujourd'hui. Tu vois, nous, ça a évolué aussi dans la formation qu'on peut apporter aux community managers. C'est pas simplement animer les réseaux sociaux, être ambassadeur de la marque en tant que telle. C'est de la rédaction web, c'est organiser des événements. Tout ça, en fait, est lié. Et en fait, il faut être presque pluridisciplinaire. Ah ouais, c'est ça. Il faut vraiment s'en sortir. Ouais. Exactement. Sortir son épingle du jeu. Des compétences SEO aussi, oui. qu'il fallait pas forcément dans le passé. Des compétences de graphiste aussi. Exactement. Ah ouais. Donc ça tend à être beaucoup plus multi-spécialiste. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu aimes bien, Oui, avec lesquels tu aimes bien travailler ? il y en a un surtout avec lesquels c'est un petit peu c'est mon ami de tous les jours, c'est Sprout Social, Sprout Social. qui est donc un outil de social media management. J'utilise quasiment ça fait 9 ans. Okay. Je forme des CM aussi sur l'outil, à cet outil. Payant, il me semble. Oui, il y a une période effectivement d'essai, comme tout type d'outil, mais oui, c'est un outil qui est payant, qui est quand même assez premium, il faut le dire, mais qui est très complet. J'ai rien trouvé vraiment de plus fiable aujourd'hui. Ça me permet d'intégrer aussi ma veille, par exemple avec Feedly. Donc ça, c'est super agréable. On gagne un temps phénoménal. Ça me permet de faire ma revue de presse vraiment en temps et en heure, d'aller programmer aussi mes posts, sans réellement faire l'automatisation, parce que je ne suis pas pour le 100% automatisation. Tu préfères, toi, aller sur le moment et faire tes tweets Alors, je fais un peu les deux. à la mano. Je fais un peu les deux, ouais, exact. Je programme des posts, bien sûr, mais il y a de l'info fraîche aussi que je vais poster de façon sur le moment. directe sur le moment. D'accord. Ça me facilite les choses, et c'est vrai que ça me permet aussi de faire des rapports vraiment très très personnalisés, avec notamment de la data visualisation, des choses comme ça, et ça me permet d'extraire vraiment les datas qui sont les plus pertinentes, et aujourd'hui j'ai rien trouvé de plus complet, on va dire. Ça me fait penser, là, je fais une petite parenthèse, mais je suis allée au rendez-vous des experts du web récemment, avec les influenceuses. Alors, il y avait Catherine Sarvoni. Catherine, oui, tout à fait. Et d'autres, et je ne me souviens plus leur nom, c'est bien dommage. Il y avait Nadia Alves, Martine Lejosec, Malice. Et Malice, voilà, c'est ça. Et je me souviens qu'elles étaient plutôt favorables. Enfin, ce sont des influenceuses françaises sur Twitter. Tu as fait un classement il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Que je vous invite à aller voir sur LinkedIn. Il est toujours sur LinkedIn. Tout à fait. Le classement des influenceuses françaises sur Twitter. Et elles disaient qu'elles aimaient bien faire à la mano aussi les tweets plutôt que d'automatiser. Exactement. Ce qui m'a un peu étonnée. Tu as raison. Après, il y a automatisation et automatisation. Je disais, je ne suis pas pour le 100% automatisation. Quand même, le fait de pouvoir planifier aussi, on optimise très clairement son temps. Et c'est ce que je dis aussi à mes CM, c'est qu'on arrive aussi à avoir une vision quand même, on arrive à avoir une vision, on va dire, moyen-termiste et long-termiste. Et on a une lisibilité beaucoup plus claire aussi de ses actions. Et ça permet de se concentrer sur d'autres
activités, on va dire, d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la stratégie notamment. Puis c'est une vraie tour de contrôle, on va dire. On peut vraiment interagir depuis cette tour de contrôle et on n'a pas besoin d'aller se connecter en manuel sur chaque réseau. C'est ça. Et c'est cet intérêt-là, surtout que je vois et que je voudrais mettre en avant. Et très clairement, c'est un gain de temps faramineux, quoi. Ouais, c'est clair. On a besoin de temps aujourd'hui. Et oui, le temps, il est précieux. Tout à fait. D'autres outils à nous conseiller ? Oui, un autre outil dans le même... sur le même aspect, sur l'aspect social media management, je l'appelle l'étoile montante. On les a interviewés à Meeting Network Paris récemment, on a fait pas mal de choses, on a fait un rendez-vous les W avec eux. Je voulais parler de Swello, et de Jonathan Noble, qui est vraiment un outil qui s'étoffe au fil du temps et qui devient de plus en plus complet. Ce qui ne gâche rien, c'est que c'est en français. Et oui. Mine de rien, c'est important. Et ils sont en train d'enrichir, ils ont enrichi avec la veille, ils sont en train d'enrichir, ils vont sortir aussi des fonctionnalités Swello Ads sur la publicité Ads. Il y a pas mal de choses et à essayer vraiment. Swello, ça vaut son pesant d'or et je trouve que c'est une belle start-up qui a bien innové. C'est une belle alternative aux Buffer et autres Hootsuite qui sont tout à fait des gros pontes du domaine. Ok, super, merci beaucoup pour ces coups de cœur. En parlant de coups de cœur, quelles sont tes adresses favorites à Lyon ? Alors j'en ai une surtout, où il fait, on va dire, bon se retrouver, où il fait bon travailler aussi, c'est l'Anticafé, dans le premier arrondissement. J'aime beaucoup aussi. Donc c'est un lieu où on achète du temps, au lieu d'acheter des consommations. Et on s'y sent bien tout de suite en fait. C'est à la fois cosy, à la fois détendu, décontracté. Donc on peut coworker, on peut organiser des événements, c'est ce qu'on fait, les Cafés Anthony, on a fait plusieurs éditions, Rendez-vous LEW aussi. Donc je recommande vraiment, donc on est au cœur aussi, on est premier arrondissement, limite deuxième, on est vers la rue de la République. Tout à fait, exactement. Avec Rodolphe Maréchal qui est le gérant de l'Anticafé et qui vous accueillera si... vous souhaitez aller travailler ou même aller jouer à des jeux de société. Oui, il y a même des parties d'échecs qui sont faites là-bas. Absolument. Donc c'est ça. L'Anticafé, donc. Écoute, je te remercie pour cette invitation. C'était un grand plaisir de passer un moment avec toi. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup de toi partout, et les Cafés Anthony, et les rendez-vous des experts du web, etc. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir comme invité aujourd'hui. Merci beaucoup, on a passé un excellent moment. N'hésitez pas à aller sur les différents blogs, et de toute façon, tu auras ta page dédiée sur gonedigital.fr. Merci beaucoup. Merci à toi, Alice. À bientôt. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci.